Alors effectivement, aujourd'hui, je vais essayer très brièvement, et ceux qui me connaissent savent déjà que je viens de mentir, de vous parler de cette thématique un peu particulière, mais qui est au centre de notre journée, l'adolescence, et les vulnérabilités qui sont en lien avec cette adolescence. Justement, je n'en brosserai que quelques-unes. Effectivement, mes deux spécialisations sont la psychotraumatologie d'une part et l'emprise mentale d'autre part. Et c'est aujourd'hui à la croisée de cela que je vais essayer un petit peu de vous parler de ces différentes thématiques. Aujourd'hui, on va essayer de faire ça, hop là, trop vite, sympathiquement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là, l'adolescence? En quelques mots, rassurez-vous. Cette période de vulnérabilité et de stress associée, est-ce que tout stress est forcément mauvais finalement? La notion de traumatisme très rapidement aussi bien sûr, et puis un exemple tristement d'actualité, renouvelé encore et toujours, la notion de harcèlement, la notion de harcèlement scolaire notamment, mais vous allez pouvoir voir que ça s'applique très facilement aux adultes. Et je terminerai sur cette notion effectivement de média potentiel de l'abus à travers ces magnifiques réseaux sociaux, qui n'ont peut-être de sociaux que le nom finalement. Alors, à l'adolescence, qu'est-ce que ce petit truc-là? Eh bien, selon l'OMS, c'est une période, donc rassurez-vous, ça se termine un jour, de croissance et développement humain qui se situe entre 10 et 19 ans, nous dit l'OMS. Ce qui va marquer le début de cette période, c'est la fameuse puberté. Selon l'UNICEF, eh bien, un peu plus d'1 milliard d'adolescents sur Terre. Donc, ça représente une bonne partie, quand même. C'est une période de transition qui se caractérise donc par un rythme de croissance élevé et des changements biologiques et psychologique important. Donc on va concevoir déjà de prime abord que rien qu'en cela, c'est déjà stressant, ça va être une adaptation de tous les jours. S'il y a des adolescents dans la salle, je leur donne encore une fois tous mes vœux de courage. Et s'il y a des parents, je redoublerai mes vœux de courage. Ce qu'il faut savoir, et c'est là effectivement où je vous invite à concevoir la modalité, c'est que la moitié finalement, selon l'OMS, des troubles de santé mentale à l'âge adulte, se manifestent déjà dès l'âge de 14 ans. Mais ils ne sont pas détectés, ils ne sont pas traités. Donc il faut bien concevoir que cette période-ci, elle n'est pas anodine et qu'elle est réellement génératrice de problématiques ultérieures. C'est important de prendre en compte ces adolescents, bien sûr. Une période un peu particulière de paradoxe, d'équilibre. Et nous tous ici, on a vécu cette période magnifique où on en garde un souvenir particulier. Parce qu'on a dû osciller, tel un équilibriste un lendemain de soirée, entre différentes modalités, ce développement pubertaire et cette exacerbation pulsionnelle, bien évidemment, cette volonté d'être unique, parce que moi je suis pas comme vous, et en même temps, j'ai pas forcément envie d'être mis de côté, j'ai envie d'avoir cette appartenance groupale, mais je veux pas que ça me définisse non plus. C'est un peu complexe tout ça, et puis je suis plus un petit enfant, mes parents me prennent la tête, mais en même temps j'ai pas envie forcément d'être tout seul, j'ai cette certaine ambivalence, donc on va concevoir l'adolescence réellement comme cela, une période de transition, de changement, d'incertitude, de découverte, de perte de repères, de création de nouveaux repères. Et tout ça, faut le gérer et l'assurer tout en réussissant à l'école, en étant adapté face au monde potentiellement anxiogène, sans perdre l'amour parental effectivement, en modifiant les relations familiales, avec plein de fautes en plus, désolé, investir d'autres objets d'amour et de confiance. Ça a l'air facile, hein? Ça ne l'est pas, bien évidemment. Parce que cette notion d'amour, elle est déjà centrale, et je vous parlerai après de cette spécialité dont tu as parlé, effectivement, de l'emprise mentale et des groupes à dérive sectaire ou thérapeutique. Mais il y a un point commun là-dedans, c'est la notion d'amour, de narcissisme. Alors rassurez-vous, narcissisme, c'est pas un gros mot. Si j'essaye de vulgariser la chose pour que ce soit vraiment compréhensible et qu'on partage tous au moins cette définition, c'est juste une question d'amour portée à l'image de soi via une intériorisation d'un ensemble de représentations. C'est finalement sous deux formes qu'il se représenterait, ce narcissisme. Il y aurait ce qu'on appelle le narcissisme primaire, selon les auteurs, et le narcissisme secondaire. Le narcissisme primaire, pour faire très simplement, eh bien, c'est l'amour que ego a pour ego. Finalement, l'amour que j'ai pour moi. Et puis le narcissisme secondaire, eh bien, c'est l'amour que les autres vont avoir pour moi. Je pense que mon narcissisme primaire va être peut-être satisfait de ce que je vais faire aujourd'hui, mais mon narcissisme secondaire, je vais peut-être avoir un petit peu peur, vous m'en parlerez après si vous avez apprécié. En tout cas, il va falloir essayer de faire un peu d'équilibre là-dessus. Et pourquoi l'équilibre? Parce que, bien évidemment, il ne faut pas que ça soit dans un pôle ou dans l'autre. On va essayer encore une fois de faire le funambule entre cet amour qui est porté à l'image de moi, effectivement, et puis l'amour, finalement, que les autres vont me donner. En somme,
c'est pathologique quand ça va dans un sens ou dans l'autre. Si j'ai trop d'amour primaire, finalement, de narcissisme primaire, eh bien, ça va être dans le moi, je m'aime. Et si je suis trop, malheureusement, dans le côté de l'amour secondaire, le narcissisme secondaire, eh bien, peut-être que je vais me demander si vraiment vous m'aimez et si vraiment je vaux quelque chose, parce que depuis tout à l'heure, je vous vois, vous parlez pas, vous me regardez bizarrement. Moi, je me demande un petit peu ce que vous pensez de moi, là, actuellement. Je suis pas très rassuré. Heureusement que Jérôme me regarde et fait des sourires. Ça commence un petit peu à m'aider. Donc, le but du jeu, c'est encore une fois de faire un espèce d'équilibre. Et en plus de cela, il y a cette notion d'idéal du moi, de moi idéal, qui sont des termes consacrés. Si je devais vous les définir très très simplement à ce niveau-là, il y aurait cette notion d'idéal du moi, de moi idéal. Idéal du moi, c'est la version 2.0 de moi. C'est ce que j'imagine de moi comme étant la meilleure version possible et imaginable. C'est moi, grand, champion de NBA. Bon, je suis grand, ok, d'accord, mais pas assez, effectivement, parce que l'idéal du moi, finalement, c'est ce vers quoi je tends sans jamais réellement l'atteindre. Il y aura peut-être une version 2.1, 2.2, mais je vais essayer de me conformer à ça pour autant. Je vais mettre des talonnettes, histoire de me grandir un petit peu. Et puis, je joue pas au basket, donc je suis mal barré, mais je suis incollable sur tous les matchs de la NBA. La version différente, le moi idéal, c'est, pour être très clair, tant que je ne serai pas grand champion de NBA, je ne vaux strictement rien. Je devrais déjà être ça. C'est inscrit en moi. Eh bien ça va être compliqué aussi parce que à l'adolescence, tout va être précaire finalement. Tout ça va être mis en question. Qu'est-ce que je vais faire alors ? Tout simplement, je vais agir. Je vais essayer d'agir en tout cas parce que différents auteurs, effectivement, notamment Hélène Romano, dont je vous recommande la lecture dans cette modalité-ci, va parler effectivement de cette modalité d'action. Pour exister, je vais agir. Peut-être de manière parfaitement inadaptée, souvent de manière parfaitement impulsive, mais je vais agir, parce qu'il faut que je pose des actes par rapport à tout ça. Et les parents ici présents se rappellent de cette magnifique période, peut-être de leurs enfants, de la fameuse crise d'adolescence. Ça va, vous n'êtes pas trop traumatisés encore ? Ça va venir. La notion effectivement de crise, alors crisis en latin, c'est la faculté de choisir. Eh bien, cette crise, c'est la difficulté de l'accès à l'autonomie en somme. Je vais essayer à travers cette crise de tout casser et d'essayer encore et toujours d'exister, mais je ne sais pas comment, c'est très difficile. Je vais construire mon passé d'enfant, j'ai construit, je dois tout enlever, je dois y renoncer, je dois créer quelque chose de nouveau, commencer ma vie d'adulte. Je ne sais pas moi encore, ça c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer à travers des expériences, notamment sociales finalement, à essayer de doser cette subtile alchimie. Représentez-vous, je vous y invite, l'adolescent, sans pathologie pour le moment, comme étant vraiment sur un fil et équilibriste tout le temps. Donc très très compliqué. Et vous pouvez l'imaginer, tout ça, ça va demander beaucoup de ressources, encore une fois. Ça va demander beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça qu'on parlera de période de vulnérabilité. Alors entendez bien ce que je nomme, je ne parle pas de faiblesse, je parle de vulnérabilité, c'est-à-dire cet état dans lequel vous savez que vous êtes en difficulté et vous allez le prendre en considération. Si vous êtes fait une entorse, par exemple, je vous invite à bien vous échauffer avant de faire du sport, plutôt que de vous dire « moi pas peur, moi aventurier » et crac au premier mouvement. Prenez en compte cette vulnérabilité. Eh bien, c'est la même chose pour les adolescents finalement. C'est une période des premières fois, les premières déceptions, les premiers amours, les premières réussites, les premiers échecs, les premiers espoirs et désespoirs, qui impliquent des impacts de réalité et son dur apprentissage. Il va falloir concevoir toutes ces modalités-ci. Mes collègues vous en parleront tout au long de la journée. Je vous ai parlé de population saine, mais il y a des personnes qui vont avoir des troubles, des spécificités, des difficultés, des souffrances, et toutes ces choses aussi, elles sont aussi à prendre en considération. Ça rajoute un petit peu de choses, finalement. Les violences subies, commises aussi, bien évidemment. Cette incertitude de l'avenir, la pression sociale, familiale, toutes ces choses aussi, encore une fois, eh bien, ce sont des événements de vie stressants. Et ça, c'est très important à concevoir. Le stress, encore une fois, c'est ce qui va vous permettre d'être adapté face à une situation nouvelle, nous dit Seyle. Et l'adolescence, ce n'est que du stress au sens clinique du terme, c'est-à-dire s'adapter toujours, encore et toujours. Donc, compliqué tout ça. Compliqué tout ça parce que, par définition, eh bien, le stress, c'est pas quelque chose qui va durer... comment dirais-je, sans fin, c'est quelque chose qui va demander des ressources physiologiques, des ressources psychologiques. Donc on parle finalement de quelque chose qui est de l'ordre des ressources, mais surtout du consommable. C'est un capital épuisable. Alors, le stress n'est pas nécessairement négatif et les événements de vie stressants ne sont pas non plus nécessairement négatifs.
Il y a deux auteurs, je vous les présenter juste là, Ray et Holmes, qui ont travaillé sur ces modalités de stress finalement. Ils ont créé une échelle d'événements de vie stressants et ils ont listé du plus stressant au moins stressant, finalement en attribuant une valeur à chaque événement. Alors, sans trop de surprise, les premiers éléments, on va parler tout simplement mort d'un conjoint, mort d'un enfant, on est au top de ce qui est stressant dans la vie. Et puis on va descendre finalement, et puis dans le top 10, en 6e je crois, il y a mariage. Voilà, ceux qui ont rigolé, c'est ceux qui sont mariés. Parce qu'effectivement, par définition, un événement de vie positif peut tout à fait être générateur de stress et va demander la consommation de ressources, va demander effectivement qu'on s'y attelle. Et ça peut être la promotion, ça peut être un déménagement, ça peut être l'arrivée d'un enfant dans la famille. Ces choses-là qui ne sont pas du tout stressantes, on est bien d'accord. Donc, par définition, vous le voyez ici, un événement de vie stressant ne va pas avoir le même impact sur la vie de la personne et ne va pas générer les mêmes troubles, que ce soit somatiques ou psychologiques, parce qu'il y a toutes ces modalités qui sont potentialisatrices, dirons-nous effectivement, que ce soit l'expérience sociale acquise. Est-ce que j'ai déjà vécu ça ? Je prends un exemple très simple, voilà, malheureusement des urgences, mais c'est mon premier accident de moto versus c'est mon 5e. Je connais déjà tout le monde, je serre la main aux personnes à l'entrée. Ils me connaissent tout de toute façon, donc j'ai pas peur. Qu'est-ce que j'ai comme défense psychologique à ce moment-là? Comment je me sens au moment où c'est arrivé? Comment je gère les choses après? Comment je suis accueilli d'un point de vue médical, dans ma reconnaissance victimaire? Toutes ces choses aussi vont avoir un effet, finalement, sur votre gestion de l'événement que vous avez vécu. Et ça, encore une fois, ça demande beaucoup de ressources. Donc quand vous êtes adolescent, eh bien, c'est encore plus compliqué. Alors, Jérôme l'a dit tout à l'heure, l'une de mes spécialisations à Pasteur 2, effectivement, c'est la notion de traumatisme. Là, je vous ai parlé d'événements de vie stressants qu'on va parfaitement distinguer de l'événement traumatique. Tout événement stressant n'est pas traumatique, par définition. Parce que le traumatisme, alors, rassurez-vous, ça va bien se passer, c'est les seuls moments où il y a un grec. Sinon, après, ça va. Psyché traumatismos, donc littéralement, c'est une blessure dans l'âme, une blessure dans l'esprit. Donc c'est quelque chose qui est invisible, à l'inverse d'un traumatisme physique, bien évidemment, que vous allez pouvoir tous voir. Si j'arrivais devant vous avec des béquilles, vous sauriez ce qui s'est passé. Mentalement, vous ne savez absolument pas ce que j'ai vécu. Et donc, c'est une blessure qui est invisible, mais qui, en plus de ça, peut être invisibilisée. Invisibilisée par la personne qui a vécu le traumatisme. Je ne veux pas vous donner à voir ce que j'ai vécu. Je ne veux pas vous donner à voir ma souffrance. Ou invisibilisée par les autres. Non, je ne veux pas savoir ce que tu as vécu, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas, travaille, tais-toi. Il faut juste que tu aies des bonnes notes. Ouais, ok. Une des définitions qu'on doit au général Croc, effectivement, c'est cette modalité de phénomène d'effraction du psychisme et qui vient déborder les défenses. C'est un raz-de-marée, littéralement, ça va tout ravager sur son passage. Et bien évidemment, ça va arriver lorsque on va vivre un événement agressant, menaçant pour la vie ou pour l'intégrité, finalement, psychique ou physique d'un individu qui est exposé. Le point le plus important dans cette définition, c'est la fin de la phrase, finalement. Comme victime, comme témoin ou comme acteur. Concevons bien que des personnes qui sont dans l'action de causer un traumatisme peuvent elles-mêmes souffrir d'un psychotraumatisme. Je conduis une voiture et malheureusement j'ai causé la mort d'une personne ou d'un animal. Il est fortement probable que je puisse souffrir moi-même un psychotraumatisme et pourtant je suis acteur de ce qui vient de se produire. Si je complète, effectivement, on va concevoir le psychotrauma comme étant quelque chose qui vient perturber, déséquilibrer de manière durable et profonde le fonctionnement antérieur. Il y a un avant et un après psychotraumatisme. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement toujours souffrir de ce psychotraumatisme, mais il y aura forcément quelque chose qui délimitera ce qui s'est passé en amont et après. Et en plus de cela, eh bien, tout ça, ça va toucher toutes les sphères du fonctionnement. Psychologique, cognitif, somatique, émotionnel, social, familial, dans sa représentation de l'espace et du temps. Alors moi, je me demande avec vous ce qui se passe quand un adolescent vit ça, finalement. Parce que lui qui est déjà en perte de repères, lui qui est déjà en difficulté de construction, eh bien voici quelque chose qui arrive comme un bulldozer dans un magasin de porcelaine, et bing. Comment on fait tout ça ? C'est complexe. Heureusement que mes collègues dans la salle, je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent en charge les enfants qui souffrent de psychotraumatisme. Il y a beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Je vous donne un petit exemple, tout simplement, effectivement. Ce sera l'exemple du harcèlement scolaire, mais pour que vous ayez juste une définition à retenir du psychotraumatisme, c'est celle-ci. Un psychotraumatisme, c'est toute confrontation, directe ou indirecte, qui survient de manière brutale, donc ça arrive avec perte et fracas, soudaine
c'est-à-dire que je ne l'ai pas vu venir. De manière massive, c'est-à-dire que ça déborde de mes défenses. Et de manière hors sens, et ce point-là est le plus important. Hors sens, ça veut dire que ça échappe à l'expérience humaine habituelle, de 1. Et de 2, effectivement, je ne peux pas mettre de sens sur ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Ça n'aurait pas dû se passer. Eh bien, toute confrontation avec ces 4 modalités, à la mort, au risque de mort ou au risque de blessure, que ce soit réel ou fictif, et qu'on soit témoin ou acteur. Fictif, c'est, je ne sais pas, moi, vous retirez l'argent au distributeur agent médecin, quelqu'un met ses 2 doigts dans vos côtes et vous dit « donne-moi ton argent tout de suite ». Probable que vous donniez le billet un petit peu comme ça derrière votre épaule, alors que le risque létal était proche de 0 normalement. Mais la modalité est bel et bien là. Eh bien, pour les adolescents, on va parler de cette notion de harcèlement, tristement d'actualité. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça vient du vieux français, harceler, RC, donc couper ce qui dépasse. Et on conçoit bien, finalement, dans le harcèlement, ce qu'on va essayer, c'est enlever ce qui gêne, couper la retraite, éviter l'envahissement. Finalement, le harcèlement, ça a 2 modalités. Je vais séparer, empêcher le mélange, peut-être essayer de protéger et maintenir le groupe, donc je vais enlever celui qui me paraît un petit peu problématique, et puis je vais couper ce qui dépasse, ce qui est différent de moi. Celui ou celle qui va être cible du harcèlement, c'est celui qui est perçu comme étant différent, qui se distingue d'un groupe, que ce soit volontaire ou non, finalement, dans le positif comme dans le négatif. On peut tout à fait être harcelé parce qu'on a une qualité que d'autres n'ont pas. C'est un comportement, le harcèlement, qui vise, et malheureusement le mot est fort, mais Millerand, qui est spécialisé dans le harcèlement, l'utilise ainsi, qui vise la destruction progressive d'un individu ou d'un groupe par un autre individu ou un autre groupe au moyen de pressions réitérées, d'accord, destinées à obtenir de force chez quelqu'un quelque chose contre son gré, donc effectivement, et susciter, entretenir une notion de terreur. Et la terreur, par définition, que le danger soit présent devant vous ou pas, il est dans votre esprit. Et moi, effectivement, si je veux instiguer la terreur chez vous, c'est ce que je veux faire, que vous pensiez toujours, le cours va finir, attention à la récréation, je sais qu'il m'attend, je sais qu'il est à côté, ou à la sortie des cours, ou à côté de chez moi, il a repéré où j'habitais, peut-être que ça va mal se passer, peut-être, etc., etc. Alors, il y a différentes formes de harcèlement. Le harcèlement physique et ce qu'on va nommer effectivement, ce que l'auteur en tout cas nomme, l'autrice, le harcèlement à thématique sexuelle. Le harcèlement physique, on vous l'imagine très facilement, hein, c'est les violences physiques, les intimidations, voire les jeux dangereux et pathologiques, t'es pas cap, entre autres. Et le harcèlement à thématique sexuelle, ça va être des insultes à caractère sexuel, des images trafiquées, du revenge porn, toutes ces modalités-ci, des menaces sexuelles, physiques, des tentatives d'embrasser la personne, de contacts sexuels non consentis bien évidemment. Toutes ces modalités-là, ce n'est qu'une petite partie du harcèlement. Il y a également ce qu'on appelle le harcèlement psychologique, vous l'imaginez bien. Mais concevons ça. Le harcèlement, c'est toujours un groupe ou un individu qui, via des comportements, via des actions, va avoir un effet sur un autre groupe dans un but prédéfini à l'avance. On n'improvise pas, finalement, dans le harcèlement. Harcèlement psychologique, il y a le direct et l'indirect. Psychologique, direct, les agressions verbales, franches, face à la cible. Je l'insulte, je l'humilie, etc., etc., etc. Je vais essayer de toucher son psychisme. Et puis, indirect, ça sera différent, mais ça sera un peu plus insidieux. En tout cas, dans le psychologique direct, moi, je vais essayer de taper sur ces 3 modalités. L'identité de la personne, ses caractéristiques, ce qui fonde ce qu'il est. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est adolescent, c'est fluctuant, tout ça. Le narcissisme dont on a parlé tout à l'heure, effectivement, je vais essayer d'infantiliser la personne, de l'humilier, de la provoquer, pourquoi pas, de la pousser à l'erreur, à la faute. Et le sentiment de sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure, où que tu sois, je serai peut-être là, fais attention derrière toi. Et le harcèlement psychologique indirect, c'est les agressions par omission. Vous vous rappelez la boum qui avait eu lieu et à laquelle vous n'aviez pas été invité ? Voilà. Ça en fait partie, par exemple. Faire comme l'autre n'existait pas, finalement. Nier, ne pas la saluer, l'exclure du groupe. Si les adultes se reconnaissent également là-dedans, c'est normal, c'est les mêmes modalités. Les agressions détournées, les rumeurs, les « il paraît que ». Et vous allez voir que les réseaux sociaux font une part belle à tout cela. L'utilisation d'un tiers pour faire passer un message, parce que tu ne mérites même pas que je m'adresse à toi directement, faut pas déconner quand même. Les agressions matérielles sur les objets, je vais casser les choses, je vais effectivement voler des choses, etc., etc. Ça paraît anodin comme ça, mais ça ne l'est absolument pas, vous pouvez l'imaginer, bien évidemment, puisque le harcèlement, il est multiforme, à thématiques variées. Le but du jeu, c'est d'ôter toute l'autonomie, donc autos nomoi, j'ai menti, effectivement, il y avait encore un peu grec,
Autos, c'est moi-même, soi-même finalement, et nomoi, c'est ce qu'a donné les nomenclatures, c'est les lois. Donc l'autonomie, c'est les lois, les règles que je mets pour moi-même pour garantir la sécurité de autos. Eh bien, le harcèlement vise à détruire cette chose-là et à aliéner l'autre, bien évidemment. C'est clair pour vous pour le moment? Oui? Un oui franc et massif, parfait, j'adore. Alors, on a l'habitude de dire oui, c'est plutôt les garçons qui harcèlent, etc., etc. C'est pas faux. C'est pas faux, mais c'est pas les mêmes modalités encore une fois. C'est-à-dire que chez les garçons, il va y avoir l'importance du physique, chez les victimes, effectivement, qui seront plus petites, peut-être plus jeunes, et les agresseurs seront un peu plus vieux, un peu plus costauds. Chez les filles, il y aura un peu moins d'agressivité, du moins c'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Il y aura l'importance de la provenance de l'enfant, parce qu'il faut bien à un moment donné qu'il y ait quelque chose sur lequel s'appuyer pour l'agresser, pour le harceler. Donc voilà, tu n'es pas du même endroit, tu n'es pas du même établissement, tu n'es pas du même pays, etc., etc. Chez les filles, ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est plus effectivement du harcèlement indirect, un peu plus sournois, dit-on, des exclusions sociales, des manipulations des autres élèves, les rumeurs, etc., etc. C'est moins frontal, pourrait-on dire, finalement. Alors, comme vous l'a dit Jérôme, je suis au pôle urgence à Pasteur 2 et le psychotrauma, c'est extrêmement large puisque ça va des accidents de voie publique, dirons-nous, jusqu'aux actes de torture, de barbarie, trajet migratoire, homicide ou tentative, mais aussi violences conjugales, sexuelles et sexistes. Et donc, dans ce cadre-là, nous allons recevoir les victimes de violences sexuelles, conjugales, sexuelles, sexistes et conjugopathie, les victimes, mais également les auteurs. Parce qu'encore une fois, il est très important de prendre en considération la notion d'auteur. Eh bien, dans le harcèlement, ça va être la même chose. Je passe un petit peu, mais il y a des effets qu'on conçoit sur le harcelé. Et ça, on n'a pas trop de mal à l'imaginer, dirais-je. Une perte d'estime de soi, des dépressions, des idéations suicidaires, des troubles de l'humeur, sentiments de culpabilité, de honte, des troubles des conduites, du comportement alimentaire, des conduites à risque, des addictions, du stress post-traumatique, des troubles cognitifs, de la mémoire, la concentration, l'inhibition cognitive. Et oui, un enfant qui a des problématiques d'apprentissage, il y a peut-être ça à questionner aussi, on est bien d'accord. Mais il y a un effet du harcèlement sur le harceleur aussi. Et si vous ne prenez pas en charge, si vous ne prenez pas en compte la personne qui est autrice des faits, eh bien vous risquez de passer à côté d'une possibilité de faire cesser ce comportement problématique. Donc, il faut concevoir que la personne qui est harceleur, eh bien, elle a aussi une souffrance. C'est un être humain en souffrance qui agit de manière inadaptée. On est bien d'accord là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais elle souffre pour autant et elle est à prendre en considération, cette souffrance. Ça peut être des problèmes à difficulté, à gérer des émotions, gérer la frustration, des fameuses failles narcissiques dont on parlait tout à l'heure, des rapports à la violence biaisés, parce que moi, depuis que je suis petit, on m'a expliqué que fallait que je range ma chambre. Et je dis non. Et mes parents m'ont dit, si, tu ranges ta chambre. Non, j'ai pas envie. Tu ranges ta chambre. Non, j'ai pas. Bing, range ta chambre. Et là, je range ma chambre. Qu'est-ce qu'ils m'ont appris, mes parents, à ce moment-là? Ils m'ont appris que quand les mots ne suffisent plus, il faut passer aux actes, et aux actes violents pour obtenir ce qu'on veut. Vous y repenserez la prochaine fois. Mais la modalité est bel et bien ici. Donc, il y a tout ça à prendre en considération. Ces personnes qui sont harceleurs, effectivement, elles peuvent avoir des échecs scolaires, une intense souffrance. Ce sont des personnes en souffrance, finalement. C'est ce que j'aimerais que vous puissiez concevoir et retenir. Alors, ma deuxième spécialisation, c'est la prise en charge, effectivement, de victimes de dérives sectaires et thérapeutiques. Il y aurait tellement à dire que j'aurais malheureusement pas la possibilité de le faire ici, mais presque tous les 2 ans, dirais-je, effectivement, la MIVILUT, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte sur les dérives sectaires, donc un organisme avec lequel je travaille, va faire ce petit rapport d'activité. Et je vous invite à le consulter parce que les groupes à dérives sectaires ou thérapeutiques, nécessairement, elles vont viser les adolescents. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple, dans un premier temps, de les endoctriner. Ils sont déjà dans une période de vulnérabilité importante. Et en plus de cela, plus tôt je les endoctrine, plus longtemps ils restent. Forcément. Et comment ils vont faire ça? Avec un outil un peu particulier que vous connaissez tous, que vous avez tous dans votre poche actuellement, votre téléphone. Les fameux réseaux sociaux. Alors, encore une fois, on ne va pas diaboliser la chose, et mes consoeurs tout à l'heure vous le présenteront bien mieux que moi, mais il faut concevoir que ce réseau social, ça reste un outil. Ça reste un outil, mais comme tout outil, il y a des problématiques peut-être finalement. Parce que les informations en provenance de mes réseaux sociaux, elles vont être différentes de celles que je peux voir en reportage ou dans un journal écrit, parce qu'il n'y a pas d'explication. Ça sonne sur mon téléphone, je regarde et bing, tout de suite je prends l'image, je prends le percept, aussi désagréable soit-il, parce que j'ai pas eu le temps de cliquer, j'ai pas eu le temps de regarder, il n'y avait peut-être pas la modération qu'il fallait finalement, ou c'est peut-être qu'un pote qui m'envoie le message tout simplement. Donc il n'y a pas d'explication, c'est une transmission d'images
et au mieux, c'est une simple description des faits, finalement, sans filtre émotionnel. Vos adolescents, quand ils vont voir ce téléphone, quand ils vont voir ce réseau social, et qu'ils vont voir peut-être certaines images qu'ils n'auraient pas dû voir, ils ne vont pas les recevoir, les ressentir, les concevoir de la même manière que vous, adultes. Et en fait, c'est ça qui est très très important, c'est la notion de transmission d'informations. On va prendre un exemple très très simple. Il y a un événement qui se passe, et les journalistes, les chercheurs, peu importe effectivement, vont par rapport à cet événement, faire une étude, chercher, comprendre avec une méthodologie, investiguer en somme. Et une fois qu'ils auront fait cette chose-là, ils vont proposer leur modalité à des rédacteurs. En disant, écoute, moi j'étais sur le terrain, j'ai trouvé ça, j'ai vu ça, voilà ce que je peux t'en dire. Ok, très bien, le rédacteur va faire sa rédaction, et puis il va pas s'arrêter là. Il va faire appel à ce qu'on appelle un comité de relecture. Quand nous, on publie des articles scientifiques, c'est comme ça que ça se passe, effectivement. On va d'abord faire notre étude avec une méthodologie bien particulière, on va demander aux collègues de relire, on va écrire, et puis on va soumettre. Et puis le comité de relecture va dire, attendez, page numéro 2, paragraphe 3, vous avez dit ça. Pourquoi ? Ah, vous dites ça, mais il y a un auteur qui dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc le rédacteur va dire, attends, je sais pas, je demande à la personne qui a écrit, je demande à la personne qui était sur le terrain, on vérifie, et c'est ce qu'on appelle le fameux fact-checking, qui diffère du fake, justement, c'est qu'on va essayer de croiser les informations, de comprendre ce que c'est. Une fois qu'il y a ça, on va publier. Et une fois que ça a été publié, il y a Média 1 et Média 2 qui vont se dire, attends, il y a une nouvelle intéressante qui vient de se passer, il y a un événement qui s'est passé, elles vont elles-mêmes croiser les sources, en disant, attends, moi j'ai vu ça, ouais, moi aussi, ok, on a la même source, c'est bon. Et puis, finalement, il y a Pierre, Paul et Jacques, toujours les mêmes, Ceux-là, ils vont regarder l'information. Pierre, lui, regarde que support média 1. Paul, il est un peu plus critique, il regarde 2 chaînes, lui. Et puis, Jacques, lui, effectivement, il regarde support média 2. Et puis, à la machine à café, au PMU, ils échangent. Ah, t'as vu ça ? Ouais, j'ai vu ça. Ouais, moi, j'avais vu en plus sur la 2. Ah ouais, bon, etc. Ça, c'est une transmission, donc effectivement, verticale. Alors que les réseaux sociaux, vous me voyez venir ou pas ? C'est un événement. Et il y a Pierre qui va tweeter à Paul qui va effectivement faire une publication et poster, qui va liker, et Jacques aussi, et ça se passe juste comme ça. Il n'y a pas de vérification, il n'y a pas effectivement de prise en compte de ce que c'est, de comment, de pourquoi, de qui a dit, quelles sont tes sources, etc., etc. Et le temps de faire ça, c'est déjà parti finalement. Et bien ça, dans les réseaux sociaux, c'est le plus gros problème. C'est ce qu'on prend avec cette modalité-là, finalement. La personne va dire, oui, t'inquiète pas, j'ai fait mes recherches. Et effectivement, j'ai fait mes recherches, ça veut dire j'ai regardé des vidéos peu recommandables sur YouTube, peut-être. Alors, très simplement, il faut concevoir la notion de réseau social, mais il faut concevoir également la notion d'outil de ce réseau social, à savoir votre téléphone dans votre poche. Parce que ce smartphone, il est dans votre poche, c'est privé. Vous l'avez avec vous tout le temps, dans n'importe quelle pièce, finalement. Et c'est presque intime. L'ordinateur dans le salon, la télévision, au moins on voit la même chose et on partage, on peut en parler. Le téléphone, c'est dans ma chambre, c'est aux toilettes, c'est dans la rue, c'est j'attends le bus, etc., etc. Et c'est très très privé. Donc ça va interdire la présence d'un tiers. Le tiers, par exemple, comme les parents, le tiers comme l'ami, le tiers comme le professeur, peu importe. Et en plus de ça, l'information, elle n'est pas soumise à l'analyse de la pensée critique parce qu'elle est dans l'immédiateté. Il faut absolument liker, il faut retweeter, il faut mettre en fave, il faut reposter sans réfléchir parce que peut-être que quelqu'un va faire à ma place et que je vais être le dernier à parler de ce truc-là. Vous imaginez la honte ? Et puis peut-être effectivement que y a autre chose et puis je vais avoir des likes aussi. Et puis si c'est monétisé, c'est encore mieux, bien évidemment. Et puis en plus de cela, il y a une modalité un peu particulière, c'est que si tout le monde dit ça, c'est pas possible qu'ils se trompent tous en même temps, en fait, finalement. Donc, ça va donner une illusion de garantie d'authenticité. Je termine avec la modalité, si tant est que j'arrive à faire cela. Est-ce que c'est seulement un outil ? Oui, finalement, parce que les réseaux sociaux, on ne va pas le diaboliser. Pour faire simple, c'est un outil comme une tronçonneuse. Avec une tronçonneuse, soit je fais une magnifique sculpture de glace, soit je fais un massacre. C'est pas l'outil qui pose problème, c'est l'utilisation, encore une fois. Je termine avec cette petite métaphore que vous puissiez garder à l'esprit, finalement. Qu'est-ce que c'est l'adolescence ? Comment ça se gère ? Comment on fait ça ? On va essayer de parler de cette modalité de l'escalade. Vous voyez, dans cette escalade, avec toutes ces prises, avec cette ascension particulière et difficile, il y a 2 personnages, il y en a un en bas et un en haut, finalement. Celui en bas, on pourrait imaginer que c'est le parent, finalement, l'aîné, peu importe.
C'est celui qui, de son point de vue, voit le maximum de prise, conçoit les différents chemins que celui qui veut grimper pourrait utiliser finalement. Il va assurer la personne qui grimpe. Alors, pas trop lâche, parce que s'il tombe, il se casse la figure et ça fait mal. Pas trop tiré non plus, parce que il faut que je donne un petit peu de mou, sinon la personne ne peut pas progresser. Et de là où elle est, elle se dit, passe à droite, passe à gauche, c'est vachement plus simple. Sauf qu'elle oublie peut-être quelque chose, c'est que celui qui sait mieux ce qu'il peut faire, c'est celui qui est face à la prise. C'est l'adolescence, c'est l'enfant. Parce qu'il n'y a que lui qui peut vous dire très simplement, ça je peux l'atteindre comme prise, ça je sais pas comment faire, ça c'est trop loin, tu dis n'importe quoi, de là où tu es, tu vois ça, mais en fait la réalité c'est pas ça, en tout cas ma réalité c'est pas ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Vous l'avez bien compris, il faut tout simplement communiquer. Je vous remercie.